Chers petits observateurs, une fois n'est pas coutume, nous allons vous parler d'une voiture absolument charmante. C'est le Roadster Toyota MR des années 2005. Mais pourquoi je vous dis qu'une fois n'est pas coutume, c'est que notre cher ministre du Design, Monsieur Philippe Nemeth, c'est sa voiture, nous dit c'est une voiture moche. Et j'assume de le dire. Ça va, Philippe? Monsieur le Président. Oh, moche. Ah, tu me l'as dit en off. Oui. Elle est proportionnée bizarrement. Les phares sont trop grands. Elle fait un petit peu cartoon, elle fait pas sérieuse, comme si la translation entre les esquisses qu'on peut voir, on peut trouver sur internet des esquisses du prototype, du concept car qui ont préfiguré ce modèle était super chouette, et comme si on avait mis de côté les designers et puis fait un petit peu une libre interprétation, et au final, elle est un petit peu bizarre, un peu moche, oui. Donc on va faire un cours de design aujourd'hui sur les mauvaises proportions, mais, et c'est ça qui est intéressant, comme quoi finalement tu l'aimes beaucoup malgré tout, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être un canon de beauté. Et je dis ça d'ailleurs, moi je la trouve pas moche, hein, c'est toujours une voiture qui m'a amusé, mais tu l'aimes beaucoup, donc la perfection n'est pas de ce monde et c'est pas grave. Oui, je l'aime beaucoup. À nouveau, moche, c'est plus des proportions disproportionnées. Voilà, de certains éléments. Voilà. Alors, j'aimerais qu'on commence, je viens juste devant parce que moi je me suis fait avoir, je t'ai dit en commençant, oui, c'était une concurrente de la MX-5 et tu me dis pas du tout. La lignée des Toyota MR, ça a commencé dans les années... En 84, la première, la MK1, est sortie, mais pas en France, peut-être même pas en Europe. Le marché visé, c'était les États-Unis. C'était une petite voiture moteur central, un petit peu de ce gabarit, sauf que c'était un coupé. Avec, qui a ensuite été proposé en T-bar, c'est-à-dire avec une barre centrale et deux éléments amovibles qui est venu après. Donc ça, c'est dès les années 85, mais pour la petite histoire, apparemment Toyota réfléchissait à leur vision, ou plutôt leur voiture de sport. Nissan ou Datsun avaient la fameuse 240Z. Et Toyota, apparemment, crise pétrolière 73, etc., a un peu tardé à sortir ce modèle qui a été commercialisé en 84, qui est la MR2 MK1. Il faut suivre, donc enfin, premier modèle. Et ensuite, il y a eu une deuxième version. Qui a été importée en France. Qui était sensiblement plus grande puisqu'elle faisait 4,17 m. Donc elle avait pris 30 cm. La première génération était sensiblement moins longue que 4 mètres. Toujours avec le même principe d'un moteur central transversal, toujours un 4 cylindres. Sensiblement plus gros en cylindrée, il y a eu des 2 litres et des 2 litres turbo. Donc c'est devenu une voiture un petit peu plus lourde, un peu plus cossue. Et en 89, Mazda a sorti la MX-5 qui a eu un succès phénoménal, première génération, puis deuxième, troisième, quatrième. Et Toyota n'a jamais réussi à s'approcher de près de Mazda en termes de vente. La MK2, donc la deuxième série de 89 à 99, était également un coupé avec le T-bar, comme la première. Un des tout premiers petits observateurs du mercredi est venu nous voir avec cette voiture. Si vous tapez Toyota MR, vous la verrez. Qui est la deuxième génération et certainement en termes de canon esthétique la plus sexy. On dirait une petite Ferrari. On dirait une petite Ferrari, elle est plus longue, elle est très très chouette. La MK2, c'est de loin la plus belle. D'accord. Alors, celle-ci alors. Alors celle-ci, c'est la MK3, donc la troisième et à ce jour dernière génération, sortie en 99. Arrêtée en 2006-2007 à vérifier. Celle-ci est de 2005, donc c'est parmi les toutes dernières. Il y a peut-être eu des versions spécifiques selon les marchés. Et la première des MR. Ouais. Alors pour la petite histoire, pour les marchés francophones, elle ne s'est pas appelée MR2, parce que évidemment le MR2 fait... Ça fait merde, oui. Et donc cette troisième génération, on va appeler MR pour Midship Runabout, ce qui est assez rigolo. C'est très très japonais, très Toyota. C'est la signification des deux lettres. MR. Ouais. Et donc celle-ci est un pur cabriolet, donc avec un toit souple, manuel, comme sur les premières générations de MX-5. Alors la caractéristique aussi,
Toyota met un point d'honneur à faire des voitures durables, solides, fonctionnelles, incassables, fiables. Et tu peux voir la toile. La toile de cette capote n'est pas très agréable au toucher, mais on s'en fiche un petit peu. Mais elle est hyper résistante. Et apparemment, il y a eu dans le développement de cette génération un travail très spécifique pour éviter toute fuite. Tu imagines les roadsters cabriolets anglais des années 60, ça fuyait de partout quand il pleuvait. Et là, c'était vraiment quelque chose d'important. Tu peux voir, nous la mettre, la capote, justement, qu'on voit si c'est rapide. Tu sais, c'est ce qu'on dit souvent de la MX-5. Ouais, non, c'est pas... Ah si, c'est assez rapide. Oui, c'est assez simple. Il faut tirer là-dessus et ensuite tu la déploies et tu viens la repositionner. Mais voilà, après tu n'as pas besoin de la clipper, mais c'est moins de 15 secondes. Voilà, c'est un seul mouvement et il y a deux charnières, deux loquets à fermer manuellement. Bon là, je vais la laisser. Et on précise qu'il n'y a pas de couvre-capote en fait. Il n'y a pas de couvre-capote et finalement, elle est assez jolie comme ça. Bon, assez pincée, les gens vont dire que tu le remettras bien, je te connais. Non, je pense que ça ne rentre pas dedans, c'est supposé être comme ça. T'es sûr? À peu près, je ne vois pas l'espace derrière. Bon. Alors, après. On continue l'histoire. Donc, celle-là, c'est une des toutes dernières. Celle-là, elle visait quand même la MX-5, on est d'accord. Elle boxait dans la même catégorie. Complètement, avec une autre philosophie. MX-5, moteur avant, roue arrière motrice. Celle-ci, moteur transversal central arrière. Mais du coup... Alors, ce qui est intéressant par rapport à sa sœur, enfin sa sœur plutôt sa mère, elle est sensiblement plus courte. La MK2, donc la deuxième série dont on parlait, la petite Ferrari, était plus jolie esthétiquement parce qu'elle avait plus de porte-à-faux. Et celle-ci est beaucoup plus courte. L'empattement, donc la distance entre les deux roues, est plus longue que son ancêtre. Donc le combo, en fait, le package, l'architecture est super efficace en termes de voiture de sport. Tu ne peux pas imaginer mieux. Seul problème, c'est que comme la voiture est petite, du coup, elle n'a plus de coffre. Elle a très peu de place de rangement. Contrairement à une MX-5 toute génération, elles ont toujours un coffre. Là, au niveau du capot moteur, il n'y a absolument pas de. J'ai ouvert le trappe à essence, je me suis trompé. Il n'y a absolument pas de place. Il y a le moteur, voilà, là, c'est l'échappement. Donc c'est simple, c'est rationnel sur une Toyota. C'est quoi comme moteur d'ailleurs là-dessus? C'est un moteur 1,8 litre de 140 et quelques chevaux. J'imagine que la voiture est autour d'une tonne. Oui, elle est restée. Donc à nouveau, c'est la deuxième série qui était un petit peu plus lourde parce qu'un peu plus grande. Là, on revient effectivement à un chouïa plus d'une tonne. Donc comment dirais-je, tout est bien sur la voiture en termes de philosophie, en termes d'architecture. Après, la commande de boîte, c'est presque une architecture de Porsche Boxster. J'allais le dire, je n'osais pas, mais souvent on la comparait presque même. C'était la Porsche Boxster accessible, parce que absolument. Ça valait 2 fois moins cher. Mais la commande de boîte est quand même beaucoup moins agréable. Après, c'était pas le même prix, bien évidemment, qu'une Porsche Boxster. Mais il lui manque un peu une Porsche Boxster, et un peu plus grande, un peu plus chère, mais un bel espace à l'arrière et à l'avant de stockage. Là, il n'y a pas grand-chose. Alors, regarde devant, parce qu'on en parlait avec Julien. Tout le monde fait, en général, je ne sais pas ce que Philippe a fait, on va voir, c'est vu qu'il n'y a pas de coffre, tu enlèves la roue de secours pour avoir un petit coffre. Est-ce qu'il a encore sa roue de secours? Ça va être la question. En fait, sur les voitures modernes, il n'y a pratiquement plus de roue de secours. Alors, ce qui est assez drôle, c'est Toyota, même toujours sur les plus récentes, sont restés encore avec dans la GR86. Ouais, au moins, le vérin ne va pas être usé, tu ne vas pas te le prendre. Et donc, il y a effectivement ce petit coffre. Avec ça aussi, c'est très drôle, c'est très artisanal, très simple, mais ça fait le job, comme on dit. Mais Julien, je paye. C'est une galère. Vas-y, non, mais on parle de ce chevauche. Non, mais ça te fait pas penser à un trunk où on met les câbles de recharge d'une voiture électrique? Du coup, tu as la roue de secours, donc tu n'as pas de coffre du tout, là. Non. Alors, tu pourrais à nouveau, bien sûr, l'enlever, parce que tout le monde l'enlève. Là, non. Monsieur Philippe Nemeth reste toujours conforme à l'origine. J'aime bien ça, oui. Donc il dit parce qu'après, ça va traîner. À ses passagers, gardez votre absolument, mettez-les au pied des passagers, comme dans EasyJet, tu mets sur le... Tu sais pas où la mettre et tu sais pas quoi en faire, quoi. Donc, mais t'as pas de coffre, faut l'avoir en tête par rapport à une MX-5. Effectivement. Si tu enlèves la roue de secours, t'as quand même, je sais pas, une bonne centaine. Même la housse, toi, une bonne centaine de litres. Philippe, t'as pas dit l'essentiel. C'est une voiture plaisante à conduire ou pas, du fait que ça soit une propulsion? Du fait que tu sois cheveuse au vent? Oui, elle est plaisante, pas désagréable, il n'y a pas énormément de sensations, à moins de conduire comme un fou, mais elle s'y prête pas. Moi, personnellement,
J'ai une préférence en termes de conduite pour une MX5. C'est un peu plus ma cam, comme on disait, un moteur avant. Ça ne veut pas dire que c'est moins efficace, c'est peut-être même plus efficace. Mais je suis un petit peu... C'est un peu plus mon truc d'avoir le moteur avant et les roues arrière motrices. Donc non, ça tient bien, tu n'as pas beaucoup de sensations. Le moteur n'est pas hyper coupleux, mais non, c'est chouette. Ça ne t'incite pas à rouler comme un dingue. Et c'est assez cool, une conduite assez cool. Et puis là, c'est plaisant. C'est assez neutre. Julien, toi, elle a souvent été dans ta shopping list. Ouais, parce qu'il y a quelques temps, enfin, il y a une dizaine d'années, en gros, tu en trouvais entre 3 et 8 000 euros. Tu en avais beaucoup à 5 000 euros. Là, j'ai regardé vite fait la cote. Maintenant, elle est plus autour de 10 000 et il n'y en a pas beaucoup. D'accord. Il y en a beaucoup qui sont partis dans le tuning. Il y a des conduites aussi à droite. Mais j'avoue, j'ai jamais roulé avec. Mais de ce que dit Philippe, là, je m'attendais à mieux. Ouais, moi aussi, j'avais toujours lu à l'époque, enfin moi je l'avais essayé quand elle était sortie, mais que justement elle avait un comportement plus sportif. Viens te mettre au volant quand même qu'on regarde 2 minutes aussi. Là. Alors, je vais fermer la trappe. Alors celle-ci, pour la petite histoire, tu parlais de prix, il me semble que j'en avais acheté 3 500 livres il y a quelques années. Avant le Brexit, parce que parfois il y a des petits observateurs qui me contactent. Enfin, depuis le Brexit, c'est plus pareil parce qu'il y a la TVA et des droits d'importation. Donc toutes les voitures que j'ai importées, c'était avant Brexit où il n'y avait absolument pas de taxes. Après, il faut juste vivre avec le volant à droite. Mais il n'y avait pas de taxes. Donc les voitures étaient très peu chères à l'époque. Un mot quand même sur... Tu parlais de fonctionnalité, j'ai l'impression que chez Toyota c'est toujours pareil, mais que tout est efficace. C'est pas très sexy là, l'intérieur. Ouais. C'est pas, il y a pas beaucoup d'émotions dans la planche de bord. Tous les composants sont des choses qu'on retrouve, les commodos, le poste de radio, les poignées, etc. Qui est pas un mal en soi, mais il n'y a pas. Voilà, il n'y a pas un petit charme particulier. Ce qui est rigolo, c'est que voilà, il n'y a pas de tunnel central. Les 2 premières générations avaient cette espèce de tunnel central du fait de l'architecture de la voiture. Là, le positionnement du réservoir. Il y a 2 petits coffres, je parle de réservoir d'essence, mais il y a 2 petits coffres qui sont pas mal parce que relativement logeables derrière. Comment tu y accèdes? Il faut basculer le siège. Ah ouais, mais tu peux quand même... et c'est des coffres qui se ferment à clé. On les Donc ouvre. voilà, tu peux mettre vraiment les affaires précieuses. Il y a un tout petit Oui, coffre j'ai vu, là. j'attendais, mais moi, j'ai fait, il y a même le porte-gobelet là, je trouve ça trop marrant là. Oui. Et puis là, il y a une petite boîte à gants vraiment à l'ancienne, mais à nouveau, il n'y a pas de fioriture, mais c'est simple, ça marche. C'est pas... Il y a même ton sandar pour tes gauloises. Ben oui, il y avait Hein encore un Et cendrier. ça, c'est quoi ça? Tu sais, c'est un rajout ou ça, il y a un truc là? je sais Non, pas. ça c'est pour les pièces de monnaie. Ah oui, là, Ben comme oui. ça. Là. Oui. Ah, d'accord. C'est les mêmes commodos que la GR86 presque. Oh là là, regarde la petite lumière, un peu mignonne celle-là. Là. Donc Hein les pare-soleils sont rigolos, tu vas dire, ils sont super durs. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup d'émotions qui se dégagent dans l'intérieur, tu n'as pas énormément de place. Moi qui ne suis pas très grand, je suis gêné par le volant. Apparemment les conducteurs un peu plus baraqués, un peu plus grands, sont un petit peu gênés. Alors que le cahier des charges de la MK1, de la première série, il y avait une obsession de chez Toyota d'avoir un habitacle suffisamment grand pour le marché américain. Et une des concurrentes de la première série, c'était la Fiat. La 124. Fiat, la X19. Ah oui. Ouais, qui était aussi moteur ouais, central, qui était plus ancienne puisqu'elle est sortie de début des années 70, si ma mémoire est bonne. Étonnante voiture signée du groupe de par Bertone, mais étonnante la X1. Ouais, mais c'est finalement un peu... Et il y a eu aussi la Pontiac Fiero, Oui. qui était en 4 cylindres, et après les Américains ont mis un V6. Et elle Donc, avait le moteur arrière aussi. Oui, elle se ressemblait beaucoup. Hein. Je parle de la première série. La MK1, mais vous taperez sur votre moteur de recherche. Oui, surtout qu'on ne peut MR, plus mettre de MK1. photos maintenant. Moi. Je ne sais pas comment je vais illustrer tes propos parce qu'on s'est fait striker parce que j'ai utilisé une photo que j'avais récupérée sur Google d'un modèle de Honda Prélude. Je n'avais pas les droits. Enfin, on est obligé de supprimer la vidéo et de la réuploader. J'ai jamais vu cette forme. Mais ça, c'est drôle aussi. Ouais. C'est presque une espèce de soit de la mission, soit une durite de moteur. Ils ont récupéré ça quelque part. Ouais, là, il y a quand même un des ingénieurs qui avait un peu fumé. Ouais. C'est passé au travers du contrôle et. Alors, il y a un truc drôle aussi. Ah, vas-y. Quand il faut que je retrouve la clé. Ouais, ça peut être utile. Ouais. La clé à l'ancienne, même la clé, c'est que quand tu... je vais démarrer.
Quand tu passes la marche arrière, c'est comme un Caterpillar. Bip, bip. Mais c'est pas un radar de recul. Ah oui. C'est juste pour te dire, tu es en marche arrière. Ça, c'est très dangereux quand on s'habitue au radar de recul, on croit que c'en est un. Absolument. Et Et on a l'impression que c'est comme un engin de chantier Ouais. pour prévenir, tu sais, quand ça recule. Et c'est curieux. Aussi, truc curieux pour une voiture de 2005, attention Julien, tu as une antenne électrique style années 80. Ce Ça, qui est c'est la assez... classe. Ouais, moi j'aime bien, mais c'est assez bizarre pour une voiture à nouveau qui est 2005-2006. On a le sentiment qu'avec ce genre de voiture, les constructeurs se font plaisir, qu'ils ont confiance. Il n'y a plus trop aujourd'hui de cabriolets modernes sur le marché qui arrivent. Est-ce que ça reviendra un jour? Est-ce que tu penses que on nous fera une petite voiture électrique décapotable, sympa, accessible, dans des prix ou est-ce que ce que tu entends de l'industrie, pour le moment, on n'y est pas? Ouais, je suis pas si sûr. Hein. Je suis pas si sûr. Un cabriolet est forcément plus complexe à fabriquer en termes de rigidité, donc souvent plus lourd, plus onéreux. Et la clientèle, visiblement, et toute la nouvelle clientèle asiatique notamment, je suis pas convaincu qu'ils cherchent ça. Et donc les constructeurs, c'est un peu malheureux. On regarde les plus gros marchés et on est, c'est plus l'Europe. Les Amériques du Nord qui est le plus gros marché. Souvent, les clientèles asiatiques, ils cherchent des environnements neutres. Tu sais, ils aiment même les odeurs de cuir, ils n'aiment pas. Donc, les gens de constructeurs comme Jaguar, Land Rover développent des nouveaux matériaux pour être aussi sustainable, écologique, mais aussi d'avoir des environnements neutres, pas d'odeur, etc. Donc, les cheveux au vent, même s'il n'y en a pas beaucoup, je suis pas sûr que Ça me désespère. Et ce que tu dis. mais Pour c'est moi, dommage parce que l'avenir une au- belle journée de printemps roulée sur des petites routes de campagne en France, c'est génial. On est d'accord. Il y a MG qui refait son petit cabriolet qui va bientôt arriver, mais il est à plus de 60 000 €. On s'attendait tous qu'il soit dans les 25-30, et finalement, Le cyberspace, ouais. qui finalement a plus de chevaux ce qu'on pensait, qui va concurrencer une Porsche. Nous, on s'attendait que ça concurrence une X5, et c'est la seule pour l'instant. Mais, En fait, si je comprends bien, dis donc, on doit encore rendre hommage à Mazda qui continue avec la MX-5. ils Bravo, sont, et c'est, ils ont beaucoup de persévérance. refaites-nous un petit roadster. Voilà. C'est presque triste, et même Ouais. je m'attendais qu'elle soit plus sympa. Elle m'a toujours donné envie cette voiture, et finalement, bon, bah, Ouais, je te trouve un peu dur. c'est pour ça Ouais. qu'elle n'a pas marché aussi, peut-être. Du coup, elle est pas assez un peu partout, quoi. Je te trouve un peu dur quand même. Moi, je la garde, moi. Si tu me la donnes, je la garde. Non, mais je la garde aussi. Elle est attachante et puis avec Ouais. ses gros yeux, machin. Mais elle est pas, elle communique pas beaucoup. Elle est un peu aseptisée. Après, peut-être qu'en la violentant un peu, mais je suis pas du tout un pilote, peut-être qu'elle est plus rigolote qu'une MX-5. C'est possible. Mais conduite neutre, conduite un petit peu sportive, je reste un peu sur ma faim. Ok. C'est bon. Bon, bah, on se reverra, Philippe, pour d'autres secrets de design. J'espère. Hein Abonnez-vous à plaisir. POA. Ciao.